Donc c'est un écueil qui est déjà franchi. Merci donc Sandrine qui a coordonné la tenue de cette table ronde. Pour ma part, je vais remercier les personnes avec lesquelles j'ai travaillé dans le cadre de l'exposition, Léa Weinstein, Sophie Nagiscard et Lucille Lignon. J'imagine qu'il y aurait beaucoup d'autres personnes à remercier, mais telles furent mes interlocutrices. Alors, notre rencontre aujourd'hui s'intitule « Écouter, entendre et perpétuer la voix des témoins ». Et vous l'avez compris si vous êtes dans le bâtiment du mémorial depuis quelques heures peut-être, ça s'inscrit dans un temps fort de l'activité muséale et commémorative du mémorial, puisque nous sommes à la veille du 75e anniversaire de la libération, ou plutôt de l'ouverture, les termes ont leur importance, du camp d'Auschwitz-Birkenau. Alors, cette séquence muséale et commémorative, elle se déploie de différentes manières. L'exposition La Voix des témoins, qui nous réunit en premier lieu aujourd'hui, puisqu'elle a ouvert officiellement ses portes, je pense, aujourd'hui. Premier étage et entresol, je peux même vous indiquer précisément les lieux. Ça s'accompagne d'une riche programmation à l'auditorium, notamment un cycle de rencontres qui vont vous permettre, j'espère, de venir écouter un dialogue entre un ou une rescapée d'Auschwitz et une personnalité, des historiens, mais aussi, et c'est, je crois, ce qui va faire tout l'intérêt de ce cycle, des personnes qui viennent du monde du cinéma, des arts, du journalisme, et qui, à un titre ou à un autre, ont croisé la route des témoins et du témoignage. Et je crois d'ailleurs que Carole Benzaken, qui est présente à cette table, interviendra, j'ai noté, le 9 février, aux côtés de Ginette Racover-Fauchet, mais on aura l'occasion d'y revenir. Autre exposition qui a lieu en parallèle et qui a été également inaugurée aujourd'hui, les déportés juifs de France rescapés de la Shoah, dans l'espace qu'on appelle la mezzanine, à l'actuelle entrée du mémorial, dans l'attente de la réouverture de l'accès habituel par le mur des noms. Une exposition, bien sûr, dont le sujet fait directement écho à ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque certains de ces déportés juifs de France rescapés de la Shoah ont endossé à un moment ou à plusieurs de leur vie le costume du témoin. Enfin, et je l'ai déjà dit, ces deux expositions sont à mettre en lien avec l'inauguration du mur des noms rénové qui aura lieu demain à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Pour notre part aujourd'hui, on va vous proposer collectivement, je suis à la baguette, mais que à la baguette, un dialogue à 7 voix. Alors je ne sais pas si c'est pour faire écho aux 7 témoins, on n'en a pas qui sont mis en avant dans l'exposition, on n'en a pas la prétention en tout cas. Et je crois que ce qui va être intéressant, c'est comme dans le cycle d'entretien dont je vous ai parlé, c'est qu'on a là des gens qui abordent le témoignage de manière très différente. Mais certainement aussi avec des points communs dans leur pratique et dans leur réception du témoignage. On y reviendra aussi au moment de vous présenter les uns et les autres. L'idée, c'est d'interroger par cette approche personnelle et en même temps professionnelle du témoignage ce qui fait la spécificité de cette pratique culturelle qui se dote aussi de dimensions politiques, civiques, pédagogiques, historiques, thérapeutiques, artistiques, judiciaires, le témoignage qui se déploie donc sous différentes facettes, et il fallait certainement un panel aussi riche pour en appréhender certaines d'entre elles. Alors,
chacun et chacune des participants de la table ronde ont un rapport à un titre ou à un autre avec cette exposition ou avec tout ce qui va l'entourer, le catalogue, le cycle de conférences à l'auditorium. Et je vais laisser à chacun le soin de dire ce qu'il a fait dans le cadre de l'exposition. Mais donc, pour commencer, je vais vous présenter rapidement chacune des personnes présentes à cette table, rapidement, mais comme ils sont quand même 6, ça va déjà prendre un petit peu de temps. Et j'en profite aussi à ce titre pour vous inviter, chers amis, à proposer des réponses denses, intéressantes, signifiantes et très courtes. Voilà. Je commencerai, donc de toute façon, je vais procéder par ordre alphabétique avec Carole Benzaken, qui est peintre multimédia, dont l'œuvre a été distinguée par le prix Marcel Duchamp et qui travaille à la croisée de différents médias, parmi lesquels notamment la vidéo, la mise en volume de l'image peinte et son extension dans l'espace architectural. Ce n'est pas ma mise en mots, ce n'est pas moi qui suis capable de mettre en mots de manière si élégante les choses, c'est Carole qui a la gentillesse de me transmettre ce qu'on appelle des éléments de langage. Ce que j'ai retenu par contre de manière plus personnelle en observant en regardant ce que vous avez produit, c'est cette exposition de 2011 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, Megillah Ben Adam, issue d'un voyage en Pologne qui s'est terminé, cette itinérance en Pologne par Auschwitz-Birkenau. C'est une des manières d'entrer dans le sujet par votre œuvre, mais il y en aura d'autres. Claude Boschurberg, qui est à votre droite, ostéopathe psychosomaticien et enseignant, mais aussi une personnalité très impliquée depuis de longues années dans la transmission de la mémoire de la Shoah. Entre autres activités journalistiques, donc vous travaillez pour Radio Shalom avec cette émission depuis 1981, qui est en soi qui a constitué un patrimoine audio majeur pour la transmission des témoignages, l'émission Mémoire et Vigilance. Vous participez aux travaux de commission du souvenir dans différentes institutions, le Consistoire, le CRIF et la FMS. Vous êtes aussi l'auteur de... Oui, madame. J'allais le citer puisque Claude est un compagnon de longue route de Serge Klarsfeld avec lequel il a signé des articles, des ouvrages et des documentaires. Dominique Missika, à ma gauche, à votre tour, ce moment douloureux de la présentation où on s'entend dérouler ces grands faits. Vous êtes éditrice, auteur de nombreux livres sur l'occupation. Le dernier en date de 2018, Les Inséparables, Simone Veil et ses sœurs. Vous êtes membre de la FMS et du conseil d'administration de la Maison d'Isieux. Et vous avez une longue pratique et une longue expérience du témoignage. Je citerai par exemple l'édition par vos soins en 2002 du DVD 14 récits d'Auschwitz, présenté par Annette Wiewiórka. On pourrait aussi citer une autre collecte avec l'INA et la FMS qui date du milieu des années 2000 également. Natacha Nizik, maintenant, à l'autre bout de la table, réalisatrice, artiste, réalisatrice de documentaires. Vous connaissez bien le mémorial de la Shoah puisque vous y avez réalisé des installations permanentes. Cette fois-ci, c'est au niveau -1. L'installation vidéo La Porte de Birkenau et le mémorial des enfants qui a aussi connu son aggiornamento à l'occasion de la rénovation du mur des noms avec des corrections, des modifications, l'ajout de nouvelles photos. Vous pourrez peut-être aussi nous en parler. Vous êtes également l'auteur d'Effroi, une série d'œuvres vidéo et photographiques sur Auschwitz et les possibilités de représentation du génocide. Léa Weinstein, commissaire de l'exposition, philosophe, productrice de documentaires, radio, écrivaine et auteur d'un premier livre, Isaac, qui est une histoire de silence, qui entre en lien de manière contre-intuitive, mais certainement pas en fait, avec la parole des témoins qui nous intéresse aujourd'hui. Et on sera également ravis que peut-être que vous puissiez mettre en dialogue votre travail de commissaire et ce travail d'écrivaine. Enfin, Rudy Wax, vous êtes photographe portraitiste et il y a plus d'1 an maintenant, vous avez commencé
un travail photographique sur les derniers survivants de la Shoah. Vous intervenez également à ce propos dans l'exposition, sous le format d'un des films, mais vous nous en direz plus. Voilà pour la présentation sûrement trop rapide des uns et des autres. La discussion, vous l'avez vu, nous sommes nombreux, donc on ne peut absolument pas dire vers où elle va aller. En tout cas, j'aimerais, pour lui donner un point de commencement, alors on me parle aussi au Toki, et ça, je n'ai pas les moyens d'être sur différentes missions d'animation et de gestion de l'événement. Pour le point de départ, j'aimerais vous demander aux uns et aux autres de revenir sur ce que vous avez fait dans le cadre de l'exposition ou de ce qui l'entoure, le catalogue, les cycles de conférences à venir, ce que vous avez voulu apporter de votre savoir, de votre expertise, de votre rapport au témoignage, ce que vous en avez aussi tiré, peut-être des éléments de surprise qui n'avaient pas été anticipés et qui seraient survenus au gré de votre collaboration avec le mémorial pour cette exposition. Et donc, je vais donner d'abord la parole à Léa, qui va lancer la discussion en présentant ce qui nous réunit, cette exposition. Merci Simon, bravo. Quand Sophie Nagiscard, qui dirige les activités culturelles ici, est venue vers moi la première fois, donc c'était il y a un peu plus d'1 an, je pense, pour me parler de cette exposition, elle avait déjà l'idée de la voix. Elle avait l'idée de faire une exposition autour des témoins, de leur rendre hommage, et de faire ça à travers l'instrument, le moyen de la voix. Et comme Sophie savait que c'était quelque chose qui personnellement m'était cher et m'était important, on a décidé ensemble de se lancer dans ce projet qui est aujourd'hui une exposition qui existe. C'est toujours très émouvant de voir les choses prendre forme et qui existe grâce à énormément de gens. Alors, je ne vais pas faire une liste précise, mais déjà autour de cette table, vous avez une idée de l'ampleur des talents, des générations, des approches différentes du témoignage qu'on a essayé d'embrasser. Donc vous retrouvez cette idée de la voix dès l'entrée de l'exposition. Je ne sais pas si vous avez pu la voir avec la voix de Primo Levi dès l'entrée. Et ensuite, on a essayé d'imaginer ces endroits d'écoute avec des archives qu'on a choisies à travers 7 figures du témoignage qu'on appelle des porte-voix, dont la voix a porté peut-être plus que les autres et qu'on peut écouter. Alors moi c'est peut-être cette idée de la voix que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui. Et ensuite, évidemment, c'était déjà beaucoup, c'était déjà une belle idée. Il y a énormément d'archives, bien sûr, donc il fallait les choisir, il fallait trouver un moyen de les rendre accessibles et audibles pour le visiteur. Mais ensuite, il y avait beaucoup d'autres choses à intégrer. Et notamment, je pense que l'avantage de ce parcours, qui est une proposition, évidemment, mais c'est qu'elle permet aussi une réflexion. Donc, il y a l'expérience de l'écoute pour le visiteur, mais il y a aussi la volonté, et je pense que tout le monde ici à cette table pourra en parler de différentes façons, mais il y avait la volonté de réfléchir aussi à la figure du témoin qui nous semble, qui aujourd'hui a acquis une espèce d'évidence pour nous, qui est une figure très forte de notre imaginaire, de notre mémoire, de notre espace public, mais qui en fait est le résultat d'une longue construction historique qui croise l'histoire politique, qui croise l'histoire de la mémoire, évidemment, mais qui croise aussi l'histoire de la littérature, l'histoire du cinéma, parce que le témoignage, bien sûr, a pris tous ces chemins pour arriver jusqu'à nous. Et là, il y a eu l'idée de cette frise chronologique que vous avez vue, qui, à travers ce meuble courbe, essaye de retracer à travers 5 grandes périodes la façon, depuis les témoignages, les tout premiers témoignages qui sont
les témoignages contemporains de l'événement, c'est-à-dire ces manuscrits enterrés près des crématoires à Birkenau. Ça, c'est le point de départ. Et puis ensuite, on a essayé de dérouler, voilà, à travers des documents inédits pour la plupart, à travers des archives vidéo, des archives sonores, pour essayer de rendre compte aussi de cette variété des formes que ça a pris et de la sinuosité par moment, de la façon dont cette figure a émergé. Et ça, je pense que voilà, ça permet de faire un pas de côté. C'est pas seulement retracé historiquement, ça permet aussi d'interroger le témoignage comme un objet qui a connu des différences dans la capacité dont les témoins parlaient, la capacité qu'ils avaient à parler, et dans la capacité surtout qu'on avait à les écouter et à les entendre. Et autre chose, deux autres choses, vous avez demandé des réponses courtes, ça commence mal, mais je voudrais aussi dire que dans cette tentative de réflexion sur ce qu'est le témoignage, on a fait avec Natacha Nizik, et il y a des gens qui sont dans la salle aujourd'hui qui nous ont fait l'honneur de participer à ce film, et même à cette table, puisque Claude Bocherberg témoigne dans ce film. On a fait un film que vous pouvez voir à l'entresol, qui s'appelle La fabrique du témoignage, et qui donne la parole à ceux qui écoutent les témoins, à ceux qui les ont interviewés, à ceux qui les ont fait parler dans différents cadres, à ceux qui ont écrit avec eux. Et je pense que c'est aussi un éclairage assez singulier finalement sur le témoignage. On entend rarement ceux qui rendent possible le témoignage, et on s'interroge rarement sur ce qui peut les traverser eux, sur les raisons pour lesquelles ils se retrouvent à jouer ce rôle de passeur. Donc ça fait partie aussi des réflexions qu'on a voulu proposer. Et puis, dernière chose qui prend la forme d'une installation vidéo que vous avez peut-être vue dans la dernière salle de l'exposition. Parce que cette exposition, évidemment, elle rend hommage aux témoins, elle essaye de réfléchir sur le témoignage, mais elle doit aussi, je pense que le mémorial voulait aussi affronter cette question de la disparition des témoins, qu'on pose depuis déjà de nombreuses années, mais qui, à chaque fois, et là c'est à l'occasion de ces grandes commémorations, se renouvelle. Comment la mémoire va-t-elle pouvoir continuer à se dire sans eux? Et une des réponses, la voix est une réponse, parce que la voix résiste au temps, peut-être même plus que l'image. Mais voilà, une autre réponse, c'était aussi de montrer comment aujourd'hui la troisième génération, donc qui est notamment la mienne, qui est aussi celle de Rudy ici, qui est aussi celle de Carole, comment cette troisième génération se saisit de cette histoire après les témoins et essaye de la dire autrement, de la dire par d'autres formes, en passant par la fiction parfois, en passant par l'image, en passant par le texte, en passant par l'enquête, souvent, sur des histoires familiales qui, dans bien des cas, ont été silencieuses. Et nous, on a une génération qui a besoin de remettre des mots sur ces silences. Et donc, on a dans cette dernière salle 6 portraits qui prennent la forme de 6 vidéos que Natacha a réalisées aussi, et parmi lesquelles vous pouvez retrouver Rudy, qui, voilà, je pense, permettent de terminer ce parcours avec une réponse possible à cette question lourde de la disparition des témoins, et qui fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai eu l'honneur d'être commissaire. Je pense qu'il y avait dans le désir du mémorial aussi de rendre hommage aux témoins et de porter ce regard qui est celui de notre génération. Voilà. Merci beaucoup. Alors les questions, on les réservera pour la fin, si ça ne vous ennuie pas. Merci. Merci de terminer avec cette évocation. On réservera aussi les applaudissements à la fin et on donnera toute notre énergie à ce moment-là.
Merci d'avoir terminé avec l'évocation de cette dernière salle, parce que ça va me permettre de décider qui parle en premier, ce qui est quand même une décision loin d'être facile. Donc, je vous propose de nous dire ce que vous avez fait dans le cadre de l'expo, comment le contact s'est établi, voilà, comment ça s'inscrit, cette exposition, dans votre travail. Eh ben, le contact s'est établi par le biais de Léa, que j'ai rencontré. Et, on a beaucoup discuté, je lui ai présenté mon travail, et c'est vrai qu'il y a eu cette réflexion à cette époque de savoir comment on pouvait parler aussi de cette troisième génération voilà, qui s'approprie un peu cette mémoire, qui essaie de la transmettre à son tour. Et c'est vrai que, bon, alors moi, pour le coup, c'est vrai que c'est un travail un peu... pas compliqué, mais c'est-à-dire que moi, c'est des photos, donc il n'y a justement pas de mots et pas de... Voilà, c'est plus un questionnement du regard. On va questionner les visages que l'on observe. Voilà, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire et de transmettre aux gens qui regardent. Et ça s'est fait comme ça. Ce travail aussi sur la disparition des derniers survivants de la Shoah vient faire écho à une histoire personnelle voilà, de ma famille, où il y a eu effectivement la disparition de toutes les personnes qui auraient pu témoigner de ces membres de ma famille qui ont été assassinés à Auschwitz. Et je me suis retrouvé un beau jour, ici même, au mémorial de la Shoah. C'était le jour de la mort de Claude Lanzmann. Je me suis retrouvé devant le mur des noms et j'ai vu le nom de ma famille, de ces membres de ma famille disparus. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose là qui n'allait pas. Il y avait quelque chose voilà, une parole qui était vraiment défaillante dans ma famille. Et je ne voulais pas que ça se reproduise. Je venais d'être père à mon tour d'un fils. Et je me suis dit, voilà, il faut que ça cesse, il faut pouvoir mettre des mots. Donc voilà, il y a eu toute une recherche qui a été faite de ma part. J'ai refait mon arbre généalogique. Enfin bon, voilà, c'était très, très dense, une période très dense. Et ce jour-là, j'ai pris la décision. Je me suis dit, ben voilà, puisque les réponses, tu les as pas de ton père, ben va interroger entre guillemets tes pères. Et je me suis dit, ben voilà, pars à la rencontre des derniers survivants de la Shoah et va voir, va apprendre, va entendre, va écouter. Et ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille sur ce projet, et, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Et voilà. Et quelle forme vous voulez lui donner L'idée, c'était d'en faire une exposition à court terme, et plus ou moins long terme d'en faire un livre. Voilà, j'aimerais bien en faire un livre de photos avec des textes pour accompagner ça, mais voilà, ça fait encore l'objet d'une réflexion qui n'est pas encore tout à fait aboutie. Merci beaucoup. Ouais. Dominique ? Oui, alors ma contribution à la fois est modeste et lourde de conséquences, puisque Léa m'a proposé d'écrire le texte sur Simone Veil. Alors, j'ai commencé par dire qu'il y avait d'autres gens pour l'écrire, et puis j'ai compris que c'était assez maladroit et pitoyable ma réponse. Donc je me suis ressaisie et j'espère que j'ai accompli ce que Léa Weinstein attendait de moi, à savoir d'écrire un texte court sur Simone Veil témoin. Et c'est vrai que j'ai connu Simone Veil en 2000, lorsqu'elle est nommée présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et que je suis engagée à ce moment-là. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est que je connaissais avant sa sœur, Denise Vernet, sa sœur aînée, qui, elle, avait été déportée à Ravensbrück comme résistante. Et j'avais écrit ce livre, sorti l'année dernière, Les Inséparables, Simone Veil et ses sœurs, pour raconter ce que j'avais ressenti en 2013 lors du décès de Denise Vernet, avant Simone Veil, et le fait qu'elle était une héroïne de la résistance extrêmement discrète, inconnue, sauf dans le monde de la résistance, et qu'au fond, avec elle s'éteignait encore une voix, d'où aussi le choc que j'ai trouvé ce titre, La voix des témoins, tellement beau, tellement simple, mais tellement beau, et que cette voix de Denise Vernet s'était éteinte sans que personne ne recueille véritablement son témoignage.
Et je me suis dit, voilà encore un témoin qui disparaît. J'aime pas d'ailleurs ce mot, j'ose le dire, ce mot de témoin, parce qu'ils n'ont pas été seulement témoins, ils ont agi, ils ont été acteurs, ils ont vécu cette période. Le fait d'être témoin, c'est comme on est témoin d'un événement. Oui, ils ont tous été témoins, mais ils l'ont vécu aussi, ils ont participé, malgré eux évidemment, ils ont vécu, et c'est quelque chose qui me trouble toujours quand on dit les témoins. C'est vrai que ça englobe tout cet univers et tout ce qui a été vécu, mais j'aime bien quand même à chaque fois me rappeler ça, me dire... Denise Vernet, oui, c'était une des derniers témoins du camp de Ravensbrück. Oui, mais avant, elle avait été résistante. Oui, avant, elle avait pris les armes contre l'occupant. Et donc, elle n'est pas seulement témoin du camp de Ravensbrück. Là-bas, elle a résisté aussi avec Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle. De même que Simone Veil et sa mère et sa sœur ont agi par solidarité pour aider les camarades à supporter, à mettre un pas devant l'autre. Et j'ai toujours l'idée que le témoin est un mot un peu passif, enfin un peu en dessous de ce qu'ils ont vécu. Voilà. Donc j'ai accompli ma tâche, j'ai rendu mon texte. Et voilà. Merci beaucoup. Merci aussi de commencer à un peu à déconstruire cette notion de témoin. Notion de témoin qui effectivement peut être discutable par ce qu'elle implique de passivité, aussi d'extériorité. On peut penser au triptyque de Raoul Hilberg, exécuteur, victime, témoin. Il renvoie le terme de témoin à ceux qui n'étaient pas soi-disant, bien sûr, concernés par le face-à-face mortel entre les nazis et leurs victimes. Donc c'est vrai que ce terme peut bien sûr être discuté, et c'est tout l'intérêt de notre échange de procéder à cette discussion. Je donne la parole à Carole. Pour moi, c'est pas si facile de vous répondre, puisque en fait, j'ai été invitée par Léa Weinstein. Je ne sais pas si ça passe, c'est bien. Peut-être que je la mets... Ouais. Je dirais presque au titre de mon incompétence totale à gérer cette histoire. Donc je ne sais pas comment vous dire. Je suis une petite artiste, encore plus petite après avoir été donc invitée à cette table prestigieuse et magnifique, et petite parce que j'ai été acculée par les... Vous savez, en tant qu'artiste, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on suit des choses, les choses nous adviennent sans qu'on le veuille, et j'ai été amenée à exposer même 3 fois en Pologne. Et la première a été la pire de toutes, puisque c'est la première qui a initié, je dirais, une tentative, non pas de réponse, mais de questionnement autour de Birkenau, mais au-delà d'un lieu dans lequel j'allais exposer, mais qui était construit dans les années 50, donc sur l'oubli. On parle de témoins, donc on parle de mémoire, mais aussi il y a parfois des forces d'oubli dans cette histoire, et c'est peut-être à ce titre qu'il y a l'abîme dans lequel je me trouve d'être ici, cet abîme de se dire qu'on va exposer dans un lieu qui a été reconstruit dans les années 50 sur les ruines, les cendres d'une synagogue incendiée en 1939 à Bielsko-Biała. Ça a été le point de départ d'un long cheminement et d'une traversée de Birkenau, puisque j'ai redemandé, j'ai pris énormément de temps, j'ai ralenti tout pour effectuer une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, qui est totalement subjective, mais qui est aussi une traversée de Birkenau, de la question de ces petits bois de bouleau, de ces arbres, et aussi en le superposant, en me raccrochant au texte d'Ézéchiel, parce qu'en fait, c'est à cet endroit que j'ai travaillé. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire, parce que je suis très bavarde. Je crois que je vais passer la parole à mon voisin. Je préférerais qu'on donne la parole avant à une... Voilà, parce que... Voilà. Natacha. C'est une question, comment dirais-je, de socialité. Voilà. Oui, ça va, oui. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à cette table. Moi, j'ai eu l'impression d'être dans cette exposition
de prendre les choses à l'envers de ce que j'avais fait. Ça peut sembler un peu paradoxal, mais jusqu'à présent, mes rencontres ou mes tentatives aussi artistiques liées à la Shoah ont été en général des œuvres muettes. Hein, il n'y avait pas de voix, que ce soit pour cette série de photographies ou de films effrois que j'ai fait dans le camp de Birkenau, ou bien, comme vous connaissez, le mémorial des enfants, donc tous ces visages qu'on a assemblés. Et en fait, c'est un travail de très très longue haleine et très douloureux, puisqu'il s'agit de se confronter à des milliers de visages d'enfants sur lesquels on a mis non pas des voix, mais des noms et des dates de naissance et des dates de déportation. Et faire ce travail et le réactualiser comme nous l'avons fait l'été dernier est une confrontation muette. Et soudain, lorsque Léa m'a proposé, et Sophie m'ont très gentiment proposé de faire cette série de films, c'était comme si, à la fois à cause de ce sujet, la voix, mais aussi j'allais pouvoir incarner quelque chose, incarner une parole, la faire porter, et donc être dans un mouvement de la vie. Hein, je n'ai pas eu le sentiment d'être dans la mort en faisant le mémorial des enfants, parce que j'ai utilisé la lumière à travers les visages, qui était pour moi une forme symbolique et effective de tenter de faire vivre quand même ces visages souriants. Mais là, dans l'exposition, à travers la voix et le fait de pouvoir filmer Claude, Annie, enfin bon, toute cette troisième génération, enfin presque, je crois, 15 ou 16 personnes, c'était un... Alors, c'est pas un dialogue, puisque Léa et moi, nous interviewions, mais c'était le sentiment quand même que pour le spectateur ou pour celui qui allait venir voir cette exposition, on allait être vers un nouveau chemin, qui est cette espèce de chemin qui a derrière nous cet ensemble du passé, mais qui ouvre les voies aussi de ce qui va advenir de ces voix et comment on va continuer à les entendre. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir pu trouver une place un peu différente, mais ouverte. Tu veux dire on va essayer d'être le plus bref possible. Pour répondre à la question, il faut appuyer, non ? Oui. C'est bon, là ? Oui. Pour répondre à la question participation à cette exposition, j'ai été effectivement très flatté, très honoré de voir Léa venir, y compris avec Natacha, pour effectivement recueillir un petit peu cette expérience, entre guillemets, qui est la mienne, puisque, en fait, je suis parmi vous le seul dinosaure encore vivant, dans la mesure où je suis ce que les Américains appellent un survivant, dans la mesure où je suis né en pleine guerre et, je dirais, à la période la plus intense, puisque c'était 1942. Alors, il s'avère que la grande rencontre de ma vie, c'est 1978 avec le mémorial de la déportation des Juifs de France, où je rencontre effectivement Serge Klarsfeld, qui me met en chemin. Et c'est comme ça que, effectivement, j'ai commencé ce travail de lutte contre l'oubli, tant, Simon l'a rappelé, à la radio, donc 1980, ça va bientôt faire 40 ans, qu'à Actualité Juive, où je suis responsable de la rubrique Mémoire, et je précise bien tout ça à titre bénévole, puisque ce n'est pas mon métier. Je voudrais simplement aller vite, mais j'ai une pensée ce soir, figurez-vous, par quelqu'un que j'ai bien connu. C'est normal, un dinosaure, ça traverse l'histoire. C'était M. Georges Wellers. Et M. Georges Wellers était donc le responsable à l'époque du CDJC, et je le raccompagnais à l'époque chez lui, rue du Loing, et il me disait avec son petit accent russe, vous savez, le CDJC, il tient qu'avec des bouts de ficelle. Mais si d'aventure il se réveillait aujourd'hui, il vienne à notre rencontre, il verrait qu'effectivement ce mémorial effectue un travail mais considérable. C'est aujourd'hui vraiment l'un des grands centres du monde. Et puis je dirais que Léa, Natacha, Sophie font honneur à ce mémorial dans la mesure où je vous le recommande. Moi, je suis venu assez de bonne heure pour visiter cette exposition. Je trouve qu'elle est remarquable. Je trouve que les films qui ont été faits sont extrêmement bien montés, avec beaucoup de rythme.
Et donc, voilà, c'est une réussite que je salue. Je voudrais simplement dire, et parce que j'ai une fâcheuse habitude, je note tout. C'est comme ça. Et Léa nous dit, effectivement, c'est ça qui est très intéressant, comment la troisième génération se saisit de cette histoire et essaie de la dire autrement. Et bien là encore, je vous félicite parce que le simple fait d'avoir réuni des intervenants venant d'horizons divers montre que la mémoire, la transmission de la mémoire ne passe pas que sur une ligne, je dirais, unilatérale. C'est plein de vecteurs, les arts en font partie, et donc j'espère que effectivement cette transmission se fera dans ce sens-là ce soir. Mais j'apporterai un bémol, parce qu'on a l'impression qu'on est dans une fin de cycle. Ben non, ça continue encore, et je vais vous dire pourquoi. Pas plus tard que mardi, je pars à Berlin avec les Klarsfeld, qui vont pour la première fois à Berlin inaugurer une exposition sur les enfants juifs allemands déportés. C'est quand même une grande première. Et la semaine d'après, je me retrouve aussi avec eux à Hambourg, avec le seul survivant du convoi de mon père, parti dans les pays baltes le 15 mai 1944. Il est aujourd'hui le seul survivant qui va se confronter donc au gardien de camp nazi du Stutthof dans lequel il est passé. Alors vous voyez, l'histoire, elle n'est pas finie, ça rebondit toujours. Et puis j'en profite, puisque je parle de déportés, il y a un monsieur qui est là, qui est très discret, qui est Armand Bulva. Et pas plus tard, je vous l'annonce, j'ai appelé votre attaché de presse pour dire, parce que j'ai beaucoup apprécié votre ouvrage, et j'ai demandé à ce que vous veniez me rejoindre à l'antenne. Et on m'a dit, monsieur Bulva ne se déplace pas. Mais je voulais quand même saluer votre présence ce soir. Je ne voudrais pas être trop long. Je n'oublie rien par rapport à ce que j'ai noté. Non, je ne crois pas. Il me semble que j'ai été le plus bref possible, alors que je suis un grand bavard en général. Merci beaucoup pour l'effort de concision. Ça va permettre de garder du rythme dans la discussion, parce que j'aimerais maintenant refaire un tour de table dans lequel on va sortir un peu de l'exposition proprement dite pour rentrer plus profondément, plus directement dans vos œuvres de différentes natures. Et j'aimerais commencer par une question qui permettra de rendre peut-être les choses le plus concret possible. Est-ce que vous pouvez, ou est-ce que vous avez en tête ou bien le premier témoignage que vous avez croisé? Je me demande même s'il serait capable de répondre à cette question, donc bon courage à vous. Et sinon, nous parler de la rencontre avec un texte ou avec une personne. Ça nous permettrait peut-être d'incarner cet échange sur le témoignage et le rapport que tout un chacun entretient avec cette pratique et cette parole. Et on va reprendre le même ordre pour ne pas s'y perdre. Rudy. On écoute Rudy, madame, et on prend vos remarques à la fin, si ça vous ennuie pas. Moi, le premier souvenir que j'ai de témoignage, ça remonte au collège. Je fais partie des élèves qui ont eu la chance d'avoir des survivants, des personnes rescapées des camps qui venaient témoigner dans les écoles. Et c'est le premier souvenir que j'ai, moi, du témoignage. Je me rappelle qu'on nous avait à l'époque montré le film Nuit et brouillard en classe. Ça, c'est vraiment le tout premier souvenir que j'ai, quoi. Voilà. En 96 ou 97, je me souviens d'être allée interroger Georges Kejman pour un livre que j'écrivais sur les orphelins juifs après la guerre et leur destin et leur retour à la vie ou la construction du début d'une autre vie. Et Georges Kejman, c'est un grand avocat assez froid, assez, je vais dire, un peu hautain, un peu, voilà. Donc j'étais vraiment intimidée. Et dans son cabinet, nous étions installés dans son canapé. Et je commence à poser mes questions. Il y répond assez
assez facilement, en définitive, me racontant l'attente du retour de son père, sa mère, Saint-Amand-Montrond. Bon, il me raconte son enfance, et puis il me raconte surtout que il voit une étoile, et que chaque fois qu'il voit une étoile, il pense que c'est un signe que son père va rentrer. Et à ce moment-là, où il allait me dire qu'il avait attendu longtemps le retour de son père, il se lève, et je me dis, oh, d'accord, on ne va pas mettre fin à l'entretien au meilleur moment de ce qu'il est en train de me dire. Et en réalité, mais je n'ai pas compris tout de suite, il s'était levé pour aller chercher un mouchoir parce qu'il s'était mis à pleurer. Et là, je me suis dit, je manque totalement d'expérience. J'imaginais même pas que ce grand monsieur, si imposant par sa taille, par sa voix qui était parfaitement posée, etc., tout d'un coup se mette à pleurer et à aller chercher un mouchoir. Et je crois que j'ai compris ce jour-là que quand on interroge un témoin, on lui demande, c'est une épreuve pour lui. Et j'ai toujours ressenti ça, l'idée que je demande au témoin de se replonger dans le passé. À la fois, je sens chaque fois qu'il est en confiance et qu'il a envie de raconter, qu'on l'écoute avec l'attention nécessaire. Et d'un autre côté, je sais très bien que j'appréhende ce moment où je vais repartir, où je vais le laisser avec ce que j'ai remué du passé, et je pars, je prends mes affaires et je dis au revoir sur le pas de la porte. Et chaque fois, je ressens la même chose. Je me dis, oui, je vais transmettre ce qu'il vient de me dire, mais je le laisse avec ce que j'ai remué. Et chaque fois, c'est la même sensation, surtout que chaque histoire étant singulière, chaque histoire que l'on entend, que l'on écoute, on se dit, mais pourquoi est-ce que plus de gens, pourquoi est-ce que on n'en a pas, je connaissais pas cette histoire avant. Alors on peut pas toutes les connaître, mais chaque fois on a envie de cette accumulation d'entendre une voix, puis une autre voix, une autre voix. Et d'un autre côté, on sent bien que on joue un rôle un peu oui, de transmission, mais en même temps, moi, j'ai toujours le sentiment d'imposer une épreuve avec quelqu'un de consentant. Si la personne a du mal à parler, tant pis, le silence vaut autant que la parole. Donc mais c'est surtout cet échange qui a lieu, et puis ça dure quelques heures, et puis voilà, puis ça s'arrête. Ça se prolonge d'une autre manière, mais quand même, ça s'arrête. Oui, merci de nous rappeler que, alors d'une part, que le témoignage, c'est une relation. C'est ce qui a souvent manqué aux rescapés, de pouvoir établir la relation qui ouvrait leurs paroles vers un auditoire et vers une réception. Et merci aussi de rappeler que, comme le fait d'ailleurs le film de l'Entresol, que je pense qu'il est bon, quand on pratique l'entretien de témoignage, d'avoir conscience de la violence, de l'échange, du sentiment d'effraction, et que c'est dans cette relation violente dont il ne faut pas cacher le caractère perturbant qu'il faut certainement se déplacer, et je dis ça avec modestie car j'ai peu pratiqué moi-même le témoignage. Je travaille sur des témoignages écrits, mais sans tellement m'aventurer sur ces chemins que vous tous vous avez empruntés, notamment pour cette exposition. Je donne maintenant la parole à Léa. Oui, mais justement pour poursuivre peut-être sur ce film, La fabrique du témoignage, et sur ce que vous êtes en train de dire, il s'est produit, pour moi, il y a eu 2 moments pendant la fabrication justement des différents matériaux qui constituent l'exposition, de très grands troubles. Et le premier, c'est quand
On est allé avec Natacha, Jean-Yves et Catherine qui tournaient avec nous, qui sont là, je crois, que je remercie aussi. On est allé faire un entretien chez Annie Dayan Rosenman, qui est là, je crois aussi, que j'ai vu tout à l'heure, et qui nous a parlé avec une intensité qui m'a énormément touchée de ses premiers témoignages, notamment de ses manuscrits enterrés. Et on le voit dans le film à l'entresol. Elle dit ce qui est très impressionnant, c'est l'adresse. Donc c'est que, d'abord, l'acte de témoigner à ce moment-là, alors même qu'ils savent qu'ils vont être liquidés, l'idée qu'on enterre quelque chose et qu'un jour quelqu'un va le trouver et qu'un jour quelqu'un va le lire. Donc il y a cette projection possible vers celui qui pourra écouter le témoignage. Et Annie nous rappelle à ce moment-là que l'un des premiers mots de l'un de ces témoignages, c'est justement cette adresse, à toi, mon ami. Et moi qui n'ai jamais interviewé un témoin directement, qui était dans cette réflexion avec Annie, chez Annie et Isio Rosenman ce jour-là, j'ai été extrêmement troublée, et à tel point que j'en ai perdu ma voix. C'est-à-dire que j'ai eu ce jour-là une espèce de crise d'allergie. J'ai cru que j'allais m'étouffer. J'ai pensé que c'était les très jolis lys, le bouquet de lys qui trônait chez Annie et Isio. Mais je crois que quelque chose s'est passé qui dit un peu le trouble qui peut nous envahir 3, 4 générations après dans cette adresse du témoignage, et comment elle peut nous arriver et nous saisir et nous bouleverser quand on s'y attend pas. Voilà, je pense à ça là aujourd'hui. En ce qui me concerne, ça a été vraiment assez récent dans l'élaboration de ce que j'ai nommé par la suite la Megillah Ben Adam, qui veut dire le rouleau de mémoire, mais le rouleau du Fils de l'homme, parce que ça a été mon approche. En travaillant extrêmement douloureusement et laborieusement suite à un deuxième voyage, j'ai eu par, je dirais, pur hasard et nécessité, par l'intermédiaire d'une amie, la visite de Marceline Loridan. Et je m'en rappellerai toujours. On s'est vu plusieurs fois, mais elle était intriguée. Et elle est venue à l'atelier. Dans mon atelier, elle a regardé ce que je faisais en préparation de ce projet qui a été montré hommage. Et ça a été une rencontre, mais c'est exactement ce que vous décrivez, dire que j'ai eu le mot qui a fait déraper la chose, mais d'une très très belle façon, parce que Marceline, c'est pour moi quelqu'un qui a, je peux le dire parce que je le sens en tant qu'artiste, elle a piétiné la mort. Elle est restée une jeune fille anarchiste, drôle, vivante et extrêmement jeune jusqu'au bout, avec cette fulgurance et cette fulgurance de ses paroles, aussi de ses mots qui tranchaient, cette parole qui parle, il n'y a aucune barrière dans sa franchise et dans son... Et au moment où je lui parle d'un travail qui était rétroéclairé, que je lui montre, et qui était des arbres, que j'intitulais toujours par les textes l'Ecclésiaste 7.24, qui est un verset de l'Ecclésiaste qui parle en fait de ce qui est profond, et ce qui est lointain, qui l'atteindra, ce qui est profond, qui l'atteindra, plutôt ce qui est lointain. Donc qui parle du loin et du proche, mais du proche qui est aveuglant, comme quand on arrive à Birkenau et qu'on voit, qu'on regarde, qu'on perçoit quelque chose qu'on n'a pas vécu, mais qui est là. Marceline me fait, vous savez, ces arbres-là, ils sont beaux, hein. Ils aiment les morts. Ils étaient pas beaux au moment. Et ça a été pour moi l'endroit du dérapage, ou plutôt de cet endroit entre un questionnement et l'abysse de ce qu'on ne peut pas
et qui se transmet. Alors j'aime beaucoup, moi, le mot témoin, contrairement, parce que j'ai eu à cet endroit, à ce moment de la rencontre avec Marceline, l'impression qu'elle me donnait le témoin, mais que donc effectivement c'est pas fini, et que le témoin c'est ce qu'on se transmet sportivement, parce que c'est un combat, c'est une course, il y a un rapport au temps, c'est un temps très long. J'aime beaucoup aussi la dimension enroulée de nos paroles, puisqu'elles retournent. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du sans fin. Et c'est sans fin, c'est toujours à faire, et ça sera toujours à faire. Et là, j'ai eu la sensation qu'elle me donnait le témoin. Et je vous le transmets, juste ce petit bout qui était cru. Moi, j'ai failli m'effondrer à ce moment-là. Puis je me suis dit, est-ce que j'ai fait une gaffe? Mais il n'y avait jamais de gaffe avec Marceline. Donc en fait, rien n'était tabou, aucun tabou. Oui, alors je pourrais revenir sur les expériences de filmage, mais j'avais simplement envie de répondre à la première question qui était la première rencontre ou la première fois qu'on a... Et je me disais en vous écoutant que ma première rencontre aura été plutôt celle, non pas de la voix, mais du silence. Et c'est ce silence effroyable ou immense dont j'ai le souvenir, puisque j'ai fait une partie de mes études à Berlin, voilà, un peu avant la chute du mur. Et donc c'était le Berlin voilà, enceint, clos, qui portait encore, même quand on allait à l'Est, des traces, voilà, des traces visibles permanentes, et notamment dans le centre de Berlin. Maintenant, il a à peine changé, le cimetière de Mitte, le cimetière juif avec l'ensemble de ces tombes. Et je crois que ça a été ma première rencontre dans ces lieux-là, très terrible, puisque c'était l'hiver, et puis c'était un Berlin très inoccupé, très vide et très solitaire. Et c'est ce poids du silence. Et j'ai quêté dans la ville les voix. J'ai quêté les visages, les voix, les mots, les paroles. Et elles n'étaient pas encore très nombreuses, vraiment. Et il s'avère qu'à cette époque, j'étudiais un peu le cinéma, et c'est à cet endroit-là que j'ai vu les premières images de Shoah. Et le choc a été, je crois, encore plus fort, puisque je cherchais dans la ville ces traces, ou plutôt je ne voyais que la disparition. Et je crois que, comme je vous l'ai dit, là, peut-être que si on termine la boucle circulaire, comme Carole le disait, c'est comme si lentement, je me mettais à entendre les voix, après avoir affronté le silence. Vous parlez magnifiquement bien, vraiment, c'est le silence. En plus de ça, à Berlin, il y a l'espace de la terreur, vous savez. Et là, c'est un silence effroyable. C'est un silence qui glace. Pour répondre alors, je vais aussi essayer d'être bref. Pour répondre à la première question, la première rencontre, je crois que la première rencontre, c'est encore une fois Serge Klarsfeld. À l'époque, du reste, dans les années 80, figurez-vous, je fais un petit retour en arrière, on se battait aussi pour la libération des Juifs d'Urs. C'était aussi un chapitre important. Et à l'intérieur des Fils et Filles, on avait constitué, je voudrais leur rendre hommage, mon ami Georges Wojciechowski, qui nous a quittés il y a quelque temps, sa femme Sarah, qui est toujours là, et puis Michel Polinowski. On avait créé donc une association des amis d'Ida Noudel pour nous battre précisément pour la libération des Juifs d'Urs, et c'était intégré à l'association des Fils et Filles. Donc Serge, c'est peut-être effectivement ma rencontre, encore une fois, mais il y a aussi un personnage, encore une fois, que je veux saluer, c'est Georges Wellers, parce que ça m'avait impressionné. Georges Wellers me disait, vous savez, ne croyez pas, les négateurs, et en particulier Forisson, nous ont beaucoup aidés. Je dis, attends, c'est incroyable. Parce que figurez-vous que Forisson, il venait dans ces locaux ici compulser des archives. Et à ce moment-là, dans ces années-là, eh bien, Georges Wellers avait eu raison de dire, au fond, ça va nous booster, ça va nous éveiller pour travailler sur la matière historique. Donc, je lui rends hommage ce soir. Et puis, le témoignage bouleversant pour moi, c'est le fait qu'en 1983, je fais venir sur l'antenne donc Henri Zadenberger,
survivants du convoi 73, donc encore une fois 878 hommes. Vous savez que pour la déportation en France, il n'y a que 5 convois qui ne sont pas partis à Auschwitz, 4 pour Sobibor, 1 pour les Pays-Baltes, c'était lui. Et là, je dois dire que c'est un souvenir, alors on parle du silence, mais je suis devenu, je le dis dans le film tourné par Natacha, enfin son équipe, j'étais aphasique, bouleversé, en pleurs, et je dois dire que c'est un souvenir, encore une fois, très bouleversant. Juste encore un mot, c'est que ma particularité, entre guillemets, c'est de recueillir des témoignages dans l'espace public, c'est-à-dire la radio. La radio, c'est un outil vivant. Et pour moi, je dirais que ce qui me fait le plus plaisir, c'est de recevoir des survivants, des descendants de survivants, des anonymes, mais à travers le fait qu'ils dispensent leurs paroles dans cet espace public, eh bien, ça constitue ce qu'on appelle en hébreu un tikkun, c'est-à-dire une sorte de réparation qui est très importante, mais une réparation personnelle, intime, c'est-à-dire dire le non, c'est d'une certaine manière continuer à le faire vivre. Et enfin, je ne voudrais pas la ramener, mais il n'y a pas si longtemps, Serge Klarsfeld a publié, à ses frais du reste, un petit ouvrage que j'ai écrit pour rendre hommage précisément au lecteur de non, c'est-à-dire qu'en fait, je lui ai soumis un texte et il a pris sur lui de le publier à ses frais. Il l'a distribué gratuitement ici au Mémorial. Ça s'appelle « Les derniers porteurs de voix », avec un sous-titre « Une lecture primultime des fils et filles des déportés juifs de France ». Pourquoi primultime ? Parce que je reprends ce mot à Yankelevitch, il dit cette parole que je fais mienne pour mes cours avec les étudiants. Je leur dis, vous savez, tout ce qui nous arrive dans la vie, ça a lieu une première et une dernière fois. C'est-à-dire, c'est ce qu'avait constitué ce mot incroyable de Yankelevitch, pour dire qu'au fond, effectivement, le témoignage, il a lieu une première et une dernière fois, parce que c'est jamais la même chose. Et puis, je dirais que ma chance, d'une certaine manière, mon privilège, c'est d'avoir pu effectivement recueillir à la fois l'oralité, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la radio, mais aussi par le biais d'actualités juives. Et je terminerai là-dessus pour dire que pas plus tard que la semaine dernière, à l'occasion du 75e anniversaire donc, de ce qu'on appelle la libération d'Auschwitz, j'ai voulu rendre hommage, autant que j'ai pu m'en souvenir, à tous ceux et celles qui sont passés dans mon émission ou dont j'ai recueilli la parole donc dans le journal. Et je crois que ça fait déjà à peu près une centaine de personnes. Mais je me suis rendu compte, parce que je dors mal la nuit, et encore une fois, j'entends les voix, comme je veux dire, que beaucoup, malheureusement, n'avaient pas été inscrits dans ce journal. Voilà, je suis désolé si j'étais un petit peu long, mais voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on a peut-être le temps pour Sandrine, pour peut-être un dernier tour de table autour d'une question avant de passer à des questions, à un échange attendu avec le public. Vous pouvez bien sûr, si vous avez... Léa. Tu ne nous as pas dit, toi... Oui, mais c'est tout l'intérêt de ma position que de ne pas pouvoir m'exposer comme je vous demande de le faire. Mais quand même, puisque tu m'y invites, juste sur le témoignage, parce qu'en fait, on aime bien parler de soi, on ne va pas se mentir. Simon a participé à l'exposition, il faut quand même que je le dise parce qu'il ne le dira pas. Simon a écrit, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou pas, mais cette frise chronologique qui est quand même impressionnante par le nombre de documents qu'elle vous présente et donc par le nombre de légendes qu'il y avait à écrire. Et ça, on les doit à Simon Périgot. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a permis de découvrir des témoignages. Je dois dire que je crois que en fait, le potentiel de découverte est
et impressionnant. Je trouve surtout les premiers témoignages juste publiés, soit à compte d'auteur, soit dans des maisons d'édition, sont très impressionnants. On a envie de tout de suite de les lire, d'aller c'est très émouvant et je trouve ça très bien de montrer à quel point tout de suite certains ont écrit pendant, mais juste après aussi, et qu'on peut les lire, les découvrir jusqu'à aujourd'hui, cette longue chaîne effectivement de témoins. Mais ça, les premiers sont particulièrement bouleversants. Ils le sont aussi par leur profusion, par leur multilinguisme. Hein. Le yiddish est une langue extrêmement mobilisée à ce moment-là pour dire la catastrophe. L'édition originale d'Elie Wiesel de La Nuit, c'est magnifique, j'avais jamais vu. C'est vrai. Et non, je voulais peut-être juste reparler une seconde de Lanzmann. Alors, il y a une affiche dans l'exposition, il en est question, mais en fait, il est un peu partout. Et c'est vrai que le médium cinématographique est important pour, je pense, notre génération. Rudy, Léa, peut-être que je ne sais pas, pour les autres participants à la table ronde, si vous aviez été exposé dans le cadre scolaire au film Nuit et brouillard. Mais c'est vrai que pour moi, je pense bien que c'est Lanzmann. Et alors, pas tant par le cadre scolaire que par un DVD, donc objet obsolète s'il en est, mais que j'avais reçu à peut-être 15-16 ans. Et donc, j'ai un souvenir de ce visionnage halluciné jusqu'à des heures indues pour un collégien ou un lycéen. Et je crois bien que ce serait ce moment-là. Je me souviens très bien de la disposition de la chambre, de moi sur le lit, l'ordinateur qui faisait un bruit pas possible. Quelque chose de très daté, en même temps encore très présent. Et je crois d'ailleurs que Shoah l'a emporté sur Nuit et brouillard, dans l'évocation de la Shoah dans le cadre scolaire, ce dont je ne me réjouis pas obligatoirement, parce que je crois que Nuit et brouillard, c'est un film d'une puissance incroyable si on l'explique, si on le contextualise, qui parle beaucoup de la Shoah, mais sans en dire le nom. Alors, bon, je m'arrêterai là pour cette évocation plus personnelle. Et en même temps, je vais poser une question qui est... Claude, je t'en prie. Oui. Quelque chose, parce que j'ai été témoin de quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que, figurez-vous, quand le film est sorti, j'ai été témoin, j'ai vu pratiquement Lanzmann à ce moment-là pleurer. Et pourquoi ? Pourquoi, selon vous ? C'est parce qu'en fait, le film était dans une salle à Paris, et c'est la loi, c'est comme ça, c'est que quand le film n'a pas suffisamment d'audience, on le retire. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il a fallu que le film parte aussi aux États-Unis, où là, il y avait 2 kilomètres de queue, parce que là, on pourrait en parler, c'est le rapport à l'imaginaire aussi pour ceux qui sont loin de l'Europe. Et puis, après, on a vu le succès que le film a fait, quoi. Mais je dis ça pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'histoire n'est pas linéaire, jamais. Elle rebondit, elle a des retours, des avancées, c'est quand même incroyable, quoi. Et d'ailleurs, pour Shoah, on parle toujours de 85 et la sortie, mais ce qui fait le succès du film, c'est le passage à la télévision. Hein. Oui, c'est absolument. 87, au moment du procès. C'est Barbie. Bien sûr, ouais. Le choc, c'est le procès Barbie, parce que le choc à la télévision en France, c'est Holocauste, hein, la diffusion de la série américaine à la télévision. Alors moi, comme je suis pas toute jeune, moi je me souviens des dossiers de l'écran et des films qui étaient effrayants. Voilà. J'avoue. Et justement, sur ces médiums, qu'est-ce que vous inspire quelle réflexion vous inspire le fait qu'on est dans un environnement médiatique qui est en constante mutation? Internet a quand même maintenant, notamment pour les plus jeunes générations, une place considérable dans le rapport à l'information, à la connaissance historique. Donc, est-ce que vous pouvez, ou est-ce que mettre en lien le futur du témoignage, puisque c'est de ça dont parle l'exposition, et ce nouvel environnement médiatique? Là, on a parlé du cinéma, de la télévision. Je ne sais pas très bien ce que les plus jeunes d'entre nous font de la télévision aujourd'hui. J'en fais moi-même plus grand-chose, mais j'ai encore un lien affectif.
si ce n'est à ce qui s'y fait, au moins à l'objet quand j'en croise un. Mais voilà, je crois qu'il y a quelque chose à se demander sur le support, c'est quand même quelque chose de fondamental, et la pérennité du témoignage dépendra du support. Je disais en rigolant que le DVD est obsolète, mais en même temps c'est terrifiant quand on pense à cette obsolescence des supports. Et voilà, peut-être pour un dernier tour de discussion. Oui, c'est pas une question simple. Moi, je ne parlais que pour moi, parce que moi, c'est vrai que j'ai commencé avec les films. Ça a commencé comme ça, donc effectivement, Nuit et brouillard, Shoah un peu après. Voilà, parce que c'est comme une œuvre dense, voilà, et bon, il faut être un petit peu armé. Après, tout ce qui se passe sur Internet, moi je regarde pas vraiment. Quand j'ai commencé la série de photos des derniers survivants, je me suis obligé donc à aller voir systématiquement le témoignage de la personne que j'allais faire en photo. Je trouvais ça important. Lire le livre quand ils en avaient écrit un, et voilà, et essayer d'en savoir le plus possible pour, lorsque j'arrivais sur la séance photo, en faire parler le moins, j'ai envie de dire. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai très vite senti que le simple fait de ma présence chez ces personnes les replongeait parfois dans un état terrible, et je n'avais pas du tout envie de faire ça. Donc voilà, donc je me suis servi un peu d'Internet, mais surtout beaucoup des livres, à vrai dire, dans mon travail. Après, sur les plus jeunes, je sais qu'à l'école, maintenant, ils ont accès beaucoup à Internet, ils ont des tablettes, ils ont des supports comme ça. Je serais bien incapable de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je pense que c'est comme partout, il y a du bon, il y a du mauvais, il faut savoir faire le tri. Après, je crois que c'est surtout une question d'enseignement, quoi, c'est surtout ça qui est important, je crois. Oui, mais moi, pourtant, je suis beaucoup plus âgée que vous. Mais non, au contraire, je trouve que c'est une chance inouïe, Internet, même si, évidemment, il faut lutter contre le négationnisme et contre les sites complotistes et autres. Mais il se trouve que vous avez cité les 110 témoignages que j'ai enregistrés à titre d'archive audiovisuelle de déportés, d'enfants de déportés, de grands témoins en 2004-2005. Si vous allez sur le site de l'INA, vous pouvez trouver le témoignage de Marceline Loridan que j'ai enregistré en 2005, d'Élie Buzyn ou de 70 déportés, d'enfants cachés, etc. Donc c'est aussi un outil fantastique. Et j'ai produit des émissions de radio, je suis éditeur, et à chaque fois, c'est une autre manière de toucher le public. Et je crois que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on écrit, mais que l'on écrive pour la radio, la télévision, une exposition ou un site internet. C'est qu'est-ce qu'on écrit. Après, que ce soit sous une forme d'un web documentaire, d'une vidéo, d'un livre ou d'un livre de photos ou autre, chacun entre. La clé d'entrée, elle est pour chacun. Ça peut être une fiction aussi. Moi, je lis un roman, un film. Je sais pas, Saul au cinéma, c'est un film de fiction, et pourtant c'est très proche sans doute de la réalité. En tout cas, ça permet de s'y intéresser, d'y entrer. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et de s'affoler de tous les nouveaux moyens de communication. Il y a simplement de savoir les utiliser, savoir critiquer, savoir connaître la source et réfléchir à qui a mis en ligne tel ou tel document pour ne pas confondre le bon et le très mauvais. Voilà, sinon, tant mieux. C'est ça que je pensais, moi. Oui, c'est ça. Oui. Sinon, il faut savoir où chercher, il faut savoir... Voilà, oui. Alors ça, c'est un sport. Hein. Voilà. Léa, peut-être aussi, sur cette question des supports, est-ce que le numérique, pour l'exposition, c'est un outil? Est-ce qu'une exposition de témoignages peut avoir des prolongements sur Internet? Voilà. Comment faire vivre cette matière testimoniale en cette période de renouvellement des supports et de multiplication des supports, jusqu'à parfois, moi c'est ça qui m'inquiète un peu, d'une profusion où on ne sait plus quoi voir, et ça vaut pour beaucoup de choses, mais d'une certaine manière aussi pour ce qui nous intéresse.
Oui, on m'a beaucoup interrogée sur cette histoire de story Instagram là, ces derniers jours, qui est une sorte de reconstitution historique très bas de gamme, j'ai l'impression, uniquement sous forme de story sur Instagram, l'histoire d'une jeune femme pendant la guerre. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. J'avoue que je ne sais pas très bien quoi répondre. J'ai l'impression, moi, que, en tout cas dans l'exposition, ce qu'on propose quand même dans la dernière salle à travers ces 6 portraits, c'est de montrer des moyens qui ne sont pas des stories Instagram et qui proposent peut-être une réflexion à un peu plus long terme. Encore une fois, de témoigner ou de raconter autrement, après le témoignage. Et donc de trouver des formes nouvelles. Et ça, je pense que pour le coup, il ne faut pas renoncer à ça, ou il ne faut pas être censuré par ça. Donc là-dessus, je pense que la plus grande liberté est toujours la bienvenue. Mais ce qu'on voit dans ces 6 portraits, c'est que Rudy avec la photographie, je pense à Jérémy Dresse qui lui va vers la bande dessinée par exemple. Bon, il va même vers ce qu'on appelle aujourd'hui le roman graphique, c'est-à-dire des formes qui sont très contemporaines, très inscrites dans les nouveaux formats, et qui pour autant reprennent une histoire familiale, reprennent une forme aussi qui me semble être assez partagée par toute cette génération, qui est celle de l'enquête. Et qui est assez contemporaine aussi, il me semble, parce qu'elle est ni dans la fiction, ni dans le témoignage brut, ou ni dans la non-fiction totale, puisqu'elle accepte de construire un récit avec, et même éventuellement des procédés de suspense, de narration, etc., mais avec une matière qui, de toute façon, n'est pas fictionnelle. Et on est très nombreux, je constate, à aller vers cette forme-là de l'enquête. Et finalement, même Rudy, ce que tu racontes de ton cheminement, ça passe par des photographies, mais ça ressemble à une enquête, parce que le point de départ est un silence familial. Ouais. Et donc, il y a quelque chose que tu cherches, et que par l'image, tu vas, à partir de dispositifs, construire. C'est aussi le cas de Ruth Zilberman, par exemple, qui fait partie des 6 personnalités dont on a fait le portrait. Dont vous avez peut-être vu le très beau film Les enfants du 209 rue Saint-Maur, où elle prend cet immeuble et où elle essaye vraiment de reconstituer, c'est une enquête vraiment, de retrouver ceux qui étaient enfants pendant la guerre et qui vivaient dans cet immeuble. Et pour certains, elle arrive à les faire revenir sur les lieux. Donc évidemment, c'est très fort. C'est une enquête. C'est une enquête qui est très libre dans les formes qu'elle utilise, qui invente des dispositifs, y compris visuels, cinématographiques, qui durent 2 heures, qui ne durent pas le temps d'une story Instagram. Donc je pense que, voilà, effectivement, il faut, à l'intérieur de tous ces formats, peut-être que la question, c'est celle du temps qu'on prend pour se plonger. Ça, c'est incompressible. Et du talent de l'auteur. Comment ? Et du talent de l'auteur aussi. Oui. La qualité dépend de l'auteur. J'aimerais juste parler vous dire un mot en hébreu que j'aime énormément, qui est le mot kevod, qui est à la fois le poids et honorer. C'est donner du poids. Donc on peut donner du poids, je pense, avec tous les médias. C'est pas une question de médias. C'est une question de sens. C'est une question de croiser aussi les sources. Parce que plus on croise les sources, et plus on arrive au lieu. Et je pense que, en ce qui me concerne en tout cas, c'est vraiment que individuel. Je pense que de toute façon, la question de témoigner après les témoins, ou témoigner dans ce sens de cet objet qui pèse un poids en plus, quand on le joue dans la course. Ce poids, c'est une réalité, et je crois qu'il faut aussi basculer sur les lieux. Il faut garder les lieux, il faut faire très attention, parce que je crois qu'il y a des projets parfois qui veulent dénier ou enlever du terrain aux lieux. Les lieux parlent. Les lieux sont aussi les moyens de raccrocher les paroles au corps qu'on a voulu détruire, au corps qu'on a détruit, aux lettres aussi hébraïques qu'on a détruit.
Il y a un petit film, un petit extrait que je trouve extraordinairement bouleversant dans l'exposition. Alors j'ai un peu l'émotion, je ne suis pas très bonne en source, mais qui parle de ces tranchées, d'un témoignage où on a retrouvé des petits bouts d'os et des fragments de lettres. C'est vraiment l'endroit, le lieu de, je dirais, ce poids dont je pense qu'il faut garder et transmettre. Et transmettre, c'est, je pense qu'à la marche des vivants, je trouve très, très importante, qu'il faudrait sûrement développer dans les écoles. Je crois que c'est vraiment une chose qui est faite pour les communautés, mais aussi, ce serait bien d'élargir, mais de préparer avec en croisant tous ces matériaux sources, en allant au lieu. Je crois que le lieu va renforcer énormément, je dirais, la prise de réalité qu'on peut avoir pour soi, qu'on peut retransmettre à l'autre. Le MACOM. Le MACOM. Le MACOM. Le MACOM, et en même temps, vous dites quelque chose de très beau avec le cavote. Mais il faut savoir que celui qui va transmettre, qui est moché lui-même, il dit à Dieu, je le cavote lotion, j'ai la langue lourde, je ne sais pas parler. Bon. Non, mais on pourra peut-être faire un débat un jour, mais comment ce Moshe qui va conduire le peuple d'Israël, il a la kavod lotion, la langue lourde. Mais c'est une vraie leçon, ça, c'est une vraie leçon. Pardon, allez-y. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais si. Oui, moi je voulais un peu rejoindre sur l'histoire des lieux. C'est vrai que ce soit Internet ou les films, etc., il y a cette espèce d'idée d'un arbre, quoi, de choses qui perd ça. Enfin, il y a une forme d'acuité, mais une densité qui disparaît. Dans l'accumulation, on va perdre peut-être ou le détail, ou quelque chose qui est d'un autre ordre, qui est d'ordre de la sensation. Ce qui était bien dans l'idée de travailler sur les voix, c'est qu'immédiatement, on va penser à d'autres sens. Et on a évidemment la vue, mais je pense évidemment à l'odorat, au goût, toutes ces choses-là qu'on peut convoquer dans la littérature, mais qu'on peut convoquer aussi quand on a une expérience des choses. Et cette expérience-là, alors est-ce que c'est de la connaissance ? Oui, mais ce n'est pas exactement le même type de connaissance. Et je crois, dans la transmission, c'est ces autres connaissances-là qu'il faut tenter de faire exister. Et j'ai l'impression que finalement, ça ne se trouve pas forcément dans tous ces multiples dispositifs complètement extravertis. Et voilà. Et cette rareté de cette nature, de cette expérience-là, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à transmettre, mais ça doit rester. Et le travail doit continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup. Je vous propose, Claude, un dernier mot avant qu'on ouvre la discussion. Non, rapidement, puisque en fait, si je comprends bien, on est en train de parler de la valeur de l'audiovisuel. Ben oui, l'audiovisuel est évidemment très important. Avec ceci d'important aussi, c'est que ça doit être entouré. Parce que en fait, à partir du moment où il y a parce que le témoignage c'est bien, mais il faut le contexte historique. Et vous parliez de kavod, c'est-à-dire donner du poids. Moi, je reprendrai un autre mot qui est le mot ruach, c'est-à-dire le souffle, la trace. Et à telle enseigne que quand on travaille sur quand on recueille des témoignages, il y a un moment où on est tenté par l'audiovisuel parce qu'on veut laisser ces traces-là. Alors, je dirais que, modestement, encore une fois, je voudrais reciter Serge Klarsfeld, parce que j'ai eu le bonheur de faire 7 films avec lui, 7 films historiques, dont l'un qui m'est sensible, parce qu'on était sur les traces du seul survivant du convoi 51, Maurice Jablonski, qui a échappé à 3 camps d'extermination, Sobibor, Majdanek, Auschwitz-Birkenau. Et quand nous avons fait ce film, avec donc des survivants. Et je voudrais saluer ici mon amie Fanny. Nous étions aussi avec son mari, Albert Hochbaum, et d'autres, mes amis André et Micheline Chauman. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus personne. Malheureusement, ils ont disparu. Il ne reste plus que Serge et moi. Et en fait, la sensibilité qu'on peut avoir avec l'audiovisuel, c'est toujours une sensibilité affective. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vois un film avec des personnes que j'ai connues,
ben, les larmes me sortent toutes seules. Toutes seules. Voilà. Encore plus quand on les écoute. Oui, voilà. En plus, avec la voix, oui, bien sûr. Et de ce point de vue, le dispositif qui consiste à être seul avec la voix, c'est une expérience muséographique qui est très, très, très impressionnante autour des 7 témoignages dans l'exposition. C'est même quelque chose qui m'a fait un peu peur au début. J'ai fait le tour de l'exposition et me retrouver seul avec le casque, ça n'a pas été quelque chose de naturel pour moi. Et donc c'est certainement le signe de quelque chose de réussi, puisque vous nous forcez à nous confronter à... C'est quelque chose d'entendre tout seul dans le casque. Il n'y a pas un environnement sonore. Là, on est dans un isolement complet avec la voix du témoin. Et c'est quelque chose de très beau et en même temps éprouvant. Je vous donne la parole. Si vous avez des questions adressées alors, à l'ensemble de la... Mais bon, si à chaque fois on répond tous, ça va être compliqué. Donc ce sera... L'un de nous se saisira de la question à la volée. Je vais vous éviter cette peine puisque je veux juste témoigner de mon parcours. Je suis Malka Braun, fille de Sam Braun, rescapé d'Auschwitz et de la Marche de la Mort. Il avait à peine 18 ans quand il a été libéré miraculeusement à Prague. Je porte les prénoms de ma grand-mère et de ma tante, morte le soir même en arrivant à Auschwitz. Je suis une enfant du silence, puis on a eu la grande chance d'avoir la parole, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé pendant 40 ans, et après ces 40 ans, il s'est vu un jour comme un vieux monsieur dans la glace, et il s'est dit, il ne faut pas qu'il soit mort pour rien, je vais aller témoigner. Les premiers temps, on n'avait pas le droit d'assister à ces témoignages. On a eu un premier manuscrit qui nous a offert à mes frères et sœurs, ma mère et moi-même, qui s'appelait Les larmes d'Auschwitz, qui n'a pas été édité. Et puis ensuite, on a eu la grande chance d'avoir un documentaire qui s'appelle Les enfants de Sam, où pour la première fois, on témoignait, mes frères, ma sœur et moi-même, et mon père, qu'on voit également dans les écoles témoigner. Ensuite, nous sommes allés aussi... Ah, c'était avant, on était allés à Auschwitz, mais là, les mots n'ont pas eu... on a pleuré ensemble. Et puis, il a écrit son livre, personne ne m'aurait cru, alors je me suis tue, et il est parti en 2011. Suite aux attentats, moi je suis maquilleuse dans le spectacle, donc rien à voir. Suite aux attentats, un ami m'a demandé si je voulais bien venir témoigner dans les écoles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire à ces enfants? Je n'ai pas de légitimité, je n'ai pas vécu la Shoah, mais j'ai vécu avec un homme d'exception qui nous a appris le meilleur du pire qu'il avait vécu, c'est-à-dire n'avoir aucune haine et être riche de la différence de l'autre. Alors je me suis dit, on a des supports, oui, on a les enfants de Sam, on a le livre, et on a ce texte que je ne sais pas si vous l'avez lu, que mon père avait écrit pour les 65 ans de la libération d'Auschwitz, qui s'appelle « Le testament philosophique des rescapés d'Auschwitz ». Donc je demande maintenant, je vais donc, dès que je n'ai pas de film ou autre, je vais dans les écoles témoigner, je demande à ce que en cours, on regarde les enfants de Sam, qu'on comprenne ma démarche, et qu'on lise le livre si on peut le faire. Et systématiquement, je lis ce texte, le testament philosophique, qui avait été donc lu à la mairie de Paris, qui pour moi, c'est ce que je dis aux enfants, tout y est dit sur l'humanité, à la fois l'horreur, mais en même temps l'espoir qu'il avait aux êtres humains, et surtout auprès des enfants, où il disait que c'était eux qui feraient le monde de demain. Alors j'essaye, avec mon petit bâton de pèlerin, de faire au maximum, de transmettre sa parole que je trouve tellement humaniste et nécessaire. Voilà. Oui. Merci de ce témoignage, justement. Oui. Pardonnez-moi, mais j'ai bien connu Sam Braun. Hein. Il a fait plusieurs émissions avec moi. C'était effectivement un homme exceptionnel. Mémoire et vigilance, hein. Je referme la parenthèse. Et voilà, c'est magnifique que vous soyez là aujourd'hui. Et puisqu'on parle de transmission, là, vous faites un acte de transmission pure. Donc, Razak, comme on dit. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions et pour l'exposition. Ma question, justement, ça rebondit un peu sur la question de la transmission, en fait, mais avec une expérience un peu différente. Je suis la petite fille de 2 survivants qui ont peut-être miraculeusement échappé aux déportations.
et notamment d'une grand-mère qui a réussi à échapper au ghetto en Pologne et qui a écrit son histoire dans un manuscrit qu'elle a transmis seulement aux membres de la famille et avec justement en nous disant qu'elle ne désirait pas que ce soit jamais publié, que c'était une histoire personnelle, intime et familiale. Et donc ma question est un peu par rapport à ce dilemme entre ces expériences qui sont des expériences personnelles, familiales, très intimes, et de l'autre côté, le pouvoir, l'importance de ces témoignages rendus dans l'espace public, surtout avec justement c'est la disparition des derniers survivants et les générations qui sont à venir, et le pouvoir du témoignage en termes d'éducation et de pédagogie, et ce rôle, que ce soit par rapport à des descendants de survivants ou à des chercheurs, chercheuses, héritiers de ces témoignages parfois privés, et de ce côté éducatif pédagogique. Oui, enfin, non, je crois qu'il y a un arbitrage qui est toujours très dur à établir. Alors quand on retrouve un témoignage de Gradowski, Zalman Gradowski, il veut s'adresser au monde. Quand on retrouve la lettre de Ernst Strassvogel à sa femme et sa fille, qu'est-ce qui nous autorise à dévoiler cette parole? Là, je parle en tant qu'historien. Qu'est-ce qui nous autorise à l'utiliser? Alors, d'habitude, les historiens se débrouillent en anonymisant les noms de leurs sources, mais il y aurait bien sûr quelque chose d'extrêmement violent à anonymiser le texte d'une victime de la Shoah dont les bourreaux voulaient précisément le faire disparaître. Donc, je comprends tout à fait le dilemme que vous évoquez. Personnellement, dès que je peux, sur d'autres sujets, c'est vrai que j'anonymise. Je pense que la parole des acteurs du passé c'est un bien public, mais pas complètement. C'est très insatisfaisant ma réponse, mais je me débat. Je vois Henri Rousseau qui sourit d'un air entendu, donc peut-être qu'il partage mes hésitations face à cette appropriation d'une parole du passé. Si le témoignage de votre grand-mère, par je ne sais quel biais, arrivait entre mes mains, sans que je vous connaisse, je serais très embêté, oui. Sans savoir ce que la personne en question et la famille veut faire. Bon, je ne vous cache pas que la plupart du temps, les historiens foncent et publient parce que leur métier, leur éthique de chercheur leur impose, mais c'est loin d'être évident comme geste. Oui. Moi, souvent, je réponds donnez-le, confiez-le au mémorial de la Shoah qui saura en faire ce qu'il convient de faire, c'est-à-dire que vous avez une part de l'histoire de la Shoah entre les mains. Peut-être que d'autres petits-enfants qui ont vécu aussi, dont les grands-parents ont vécu dans le ghetto, seront heureux de lire un autre témoignage de ce qui s'y est passé. Donc, moi, j'aime quand même partager. Je trouve que c'est bien de partager, de fixer des limites extrêmement strictes à la divulgation, mais tout de même de renseigner cette histoire, parce que le conserver devant soi, c'est aussi priver d'autres d'un fragment de souvenir qu'il peut... Parce que quand on fait une enquête familiale, justement, sur tel ou tel aïeul, on aime trouver même une miette de témoignage pour dire que ce jour-là, il faisait un froid glacial ou au contraire qu'il faisait une chaleur. Je ne sais pas, c'est toujours un petit détail qui vous aide dans votre propre démarche. Donc, dans le sens de la transmission de ce que vous avez entre les mains, moi, je trouve que la médiation des archives du mémorial de la Shoah, c'est un lieu neutre, un lieu savant, un lieu qui sait ce qu'il convient de faire avec telle ou telle archive et qui aide et qui, voilà, c'est la recommandation en général que je donne. Juste à préciser qu'ils sont encore tous les deux vivants. Ah oui, voilà. Je ne ferai pas. Mais les encourager justement de leur vivant, de leur dire
Après, pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit public? Je comprends très bien, on n'a pas... Alors là, c'est violent aussi de vouloir absolument rendre public son histoire. En revanche, le donner pour que d'autres y travaillent et d'autres se souviennent grâce à ces documents, ça, je crois qu'il faut encourager. Enfin, moi, je trouve qu'il y a tant de documents qui dorment dans les étagères, les armoires et qui sont perdus, que j'encourage à les apporter au mémorial. J'ai aucun intérêt. Merci beaucoup pour les conseils. Mais si je peux juste dire un tout petit mot, enfin, j'ai absolument aucun conseil à donner, mais c'est juste que ce que je trouve beau et intéressant dans votre témoignage, c'est qu'on mesure, et ça, moi, ça m'a beaucoup frappée, je pense que j'en étais pas consciente avant de travailler sur cette exposition, qu'on mesure le prix, qu'on mesure à quel point ça coûte aux témoins de nous donner leurs paroles. Et je pense que c'est le cas à chaque fois, en fait, quelle que soit l'adresse, quel que soit le contexte. Et donc là, ça nous permet de nous souvenir de ça. Je pense que c'est important. Il y a une dernière question, peut-être ? Autrement, je vous remercie toutes et tous d'être venus, toutes et tous d'avoir participé, et puis j'espère vous revoir au mémorial autour de l'exposition. Merci à vous 7.